Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour, puisque je ne sais pas à quelle heure exactement vous nous suivrez. Chassons la pauvreté. C'est vrai, pour chasser la pauvreté, il faut penser à l'école. Et j'étais très content d'assister aux États généraux de l'enseignement universitaire qui s'est passé à Lubumbashi avec les mesures qui ont été prises. Mais je pense quand même qu'il fallait peut-être commencer aussi par le bas, parce que ceux qui arriveront à l'université, qui seront-ils? Si ce sont les produits que nous avons l'habitude de suivre, à ce moment-là, c'est vrai que le travail n'aura été fait qu'à moitié. Mais avec M. Luc Aluma, nous allons aujourd'hui véritablement chercher à chasser la pauvreté parce qu'on va commencer l'école par le bas. Former les enfants par le bas. Il a une école qui s'appelle l'école chrétienne Le Rocher sur la 10e rue Limété industrielle. Vous le connaissez, M. Luc Aluma. Bonsoir. Bonsoir, M. Kibambi. En parlant avec vous, l'idée de votre école m'a intéressé dans le cadre de cette émission. Parce que vous formez les tout petits, mais pas n'importe comment. Alors dites aux téléspectateurs, comment, d'abord, question générale, vous commencez par où vous voulez, comment formez-vous des tout petits, puisque c'est ça votre préoccupation maintenant? D'accord, merci pour la question. Je pense que c'est comme vous veniez de le flairer au sujet des états généraux qui ont eu lieu à Lubumbashi. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais la question doit être traitée de manière globale. Et s'il y a vraiment états généraux sur l'enseignement, je pense qu'il faut commencer par les commencements. Nous avons un peu l'habitude comme ça d'attraper les cornes, comme on dit, la vache par ses cornes, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Donc il faut vraiment commencer par où les choses, par leur genèse. Et la genèse ici... C'est ce que vous avez fait. La genèse ici, c'est effectivement l'éducation de base. L'éducation de base, on doit bien sûr s'interroger sur cette donne-là. Pour voir quel est le système qui sous-tend notre éducation de base. C'est important parce que l'université n'est que les reflets, n'est-ce pas, de tout ce travail sur les tout petits. Donc c'est un peu comme ça. Votre école qui s'appelle École chrétienne Le Rocher fait justement ce travail. Comment cela se passe-t-il? Bien sûr, je ne suis pas le seul, heureusement. C'est toujours par un élan de voir comment on peut aider le pays finalement. Vous savez, moi je suis économiste, vous m'aviez déjà récit ici, à travers mes publications. C'est vrai, je pensais toujours que le développement c'est... il faut peut-être développer l'agriculture, il faut faire ceci, il faut changer de... Mais en réalité, ce n'est pas faux, mais les vrais déclics qui amènent le développement, c'est sur le secteur éducatif. Parce que tous les pays au monde se sont développés par l'éducation. Parce que vous avez des pays comme ça qui n'ont rien, il n'y a pas de ressources, il n'y a rien. Mais ils ont développé leur intelligence. Enfin, voilà, exact. Il y a tant d'exemples comme ça. Et donc, dans tous les pays qui se sont développés, au moins, il y a un critère qui n'échappe pas. Il y a un critère qui est au centre de tout ça. Et ces critères-là, c'est justement l'élévation, n'est-ce pas, du niveau éducatif de la population. Alors, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, évidemment, la société civile doit aussi penser, doit aussi réfléchir, parce que là où l'État, peut-être ne parvient pas, peut-être que le salut peut venir ailleurs. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, il faut effectivement nous intéresser un peu à l'éducation. Parce que, figurez-vous, nous avons aussi des enfants, et ça craint un peu. Nous craignons et puis nous nous disons, mais finalement, après 10 ans, nous ne serons plus là, mais nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir?
Et donc nous l'avons fait d'abord par ces soucis-là, nos propres enfants et des enfants des amis ou des autres qui voudront bien se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, mettre en place quelque chose qui soit un peu nouveau, quelque chose qui pourrait avoir des critères d'une école de base, d'une école élitiste que nous n'avons pas malheureusement chez nous. Figurez-vous, sous d'autres cieux, vous avez des écoles élitistes, vous avez des écoles de savants, mais ça doit aussi figurer ici. Mais vous direz que votre école, l'école chrétienne Le Rocher, c'est une école élitiste. Absolument, parce que le tout est fonction du contenu éducatif. Donc, si nous rentrons dans les contenus éducatifs, dans l'effort qui est fait par rapport à cette offre scolaire, effectivement, c'est perspicace. Alors, donc, dites aux téléspectateurs en quoi c'est particulier, en quoi l'éducation qui se fait dans cette école est particulière. D'accord. Alors, d'abord, c'est vrai que nous partons du programme national, parce que nous ne pouvons pas le nier, parce que c'est le programme national qui vous permet de faire les différents examens d'État, notamment en 6e primaire, qu'on appelle TENAFEP. Et vous avez aussi les examens d'État, et les enfants ne pourront pas se dérober de ça, parce que c'est dans un cadre légal. Et donc, nous nous appuyons sur les programmes nationaux par rapport à cela. Mais nous ne nous limitons pas que là, heureusement. Nous essayons de faire, si vous voulez, une étude comparée. Une étude comparée des différents programmes qui existent à travers le monde. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Nous ne pouvons pas que rester cloisonnés sur un programme, lequel programme nous savons comment il nous a été légué. Donc ce n'est pas une production propre congolaise. Alors, vous voyez, pratiquement, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, ce qu'on a fait, c'est cette étude comparée. Oui. Vous avez comparé quoi et quoi? L'école française? Bien sûr, les systèmes français, les systèmes belges, les systèmes américains, le système canadien aussi. Et donc, moi, personnellement, et les collègues qui sont avec moi, parce qu'évidemment, on est tous des Congolais, mais d'autres sont en Amérique, d'autres vivent en Europe. Et en vidéoconférence, nous essayons de travailler ensemble cette histoire-là. C'est-à-dire que nous prenons un peu ce qui se fait de l'autre côté et nous voyons si ça peut être adapté à notre système. Et nous faisons un peu ce type d'ajout où, si vous voulez, nous essayons d'enrichir notre programme et de l'améliorer à travers des matériels didactiques qui sont tous étrangers. Vous commencez par l'école vraiment de base, par la maternelle. Absolument, même par la crèche aussi. Bon, crèche, maternelle. Ne parlons pas de la crèche. Et éducation de base, oui. Bon, l'école primaire, quelle est la particularité? Quelles sont les richesses que vous avez puisées dans d'autres programmes que vous donnez à nos enfants? Voilà, pour commencer, je pense nous sommes pas la seule école, je ne sais pas, mais je ne connais pas beaucoup d'écoles qui feraient comme nous. Nous sommes par exemple dans un programme d'école inclusive. Et c'est ça que même le pouvoir public ne saisit pas la portée. L'école inclusive, ça veut dire tout simplement ouvrir l'école à tout type d'enfants. Vous voyez, les enfants, il y a une diversité. Vous avez des enfants qui sont entre guillemets normaux. Et vous avez des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, des difficultés qui sont physiologiques. Il ne sait pas parler. Il est né, par exemple, nous on a un cas, un enfant est né normal, mais à un moment donné, il a subi, je crois, un choc psychologique et ça fait que le langage, l'enfant a perdu le langage. Et donc, des cas comme ça, ce sont des cas très spécifiques. Et nous avons ouvert l'école à cette démarche-là. On appelle ça école inclusive. Donc, dans nos salles, nous acceptons cela. Plutôt que de faire ce qui existe aujourd'hui, où on fait, si vous voulez, une école à part entière, une école à part qui va s'occuper que des cas compliqués. Ça, ce genre de choses-là,
ça amplifie l'handicap chez les enfants. Parce que l'enfant se retrouve dans un environnement où il n'est qu'entouré de cet handicap-là. Il va même essayer, il va même perfectionner cela. Vous voyez, et ça, c'est pas une bonne manière. Les enfants doivent se retrouver dans un même environnement. Et là, je vais vous révéler quelque chose. C'est que, parce que nous sommes là il y a que 3 ans, il y a l'enfant dont je venais de parler. Le fait que cet enfant-là se retrouve dans le même environnement que les autres, cet enfant-là a recommencé à parler. Et ça, non, on a pleuré au fait. Hein? Ce sont des choses comme ça, parce que le pays ici n'a plus besoin de verbiage. Il faut un peu qu'on quitte cette habitude de trop parler pour rien. Si vous nous devons nous mettre à poser des actions, à démontrer les choses. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Cette expérience, vous l'avez tirée d'où? De faire en sorte que cet enfant puisse être mis dans un environnement tel qu'il puisse recommencer à parler. On vous a raconté ça des États-Unis, de la France, ou vous avez vous-même pensé à ça? Oui, je pense que oui, il y a des spécialistes françaises qui sont avec nous dans le projet. Et évidemment, en Europe, il y a déjà cette tendance-là d'ouvrir l'école à tous les autres enfants avec handicap. Et ça permet, et évidemment, nous l'avons aussi étudié à notre niveau. Nous avons trouvé que c'était une approche valable, dans le sens que ça n'aide pas que les enfants avec handicap, et même les enfants normaux. Parce que là, nous inculquons des valeurs, par exemple, de tolérance. Vous voyez? Parce que l'enfant ne peut pas tolérer ce qu'il ne connaît pas. Vous voyez, il faut le mettre dans cet environnement-là. Qu'il soit là, parce que ce qu'on appelle là la différence et tout ça, c'est important. Ce sont des valeurs, ça doit commencer le bas âge. Et l'enfant l'enfant normal, étant avec des amis, entre guillemets, qui ont certaines difficultés, il sait comprendre l'autre. Il sait tolérer l'autre, il sait peut-être donner la priorité à l'autre. Accepter l'autre. Accepter l'autre, voilà. Et lui donner peut-être la priorité quand il faut s'asseoir. Non, mais lui doit d'abord s'asseoir avant. Et on a vu les enfants opérer ce genre de choses. Parce que figurez-vous, nous croyons qu'en bon chrétien, les enfants que nous négligeons, les enfants ont ils ont des capacités extraordinaires. Et lesquelles capacités, nous n'en sommes qu'à une minime portion de connaissances de cela. Les enfants sont capables de se guérir. Et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter de l'autre côté. Les enfants sont capables de guérir les autres enfants. Plutôt que, comme d'autres pensent, qu'il faut aller à l'église pour qu'on aille imposer les mains. Non, la prière des enfants est plus efficace. Et les enfants, entre eux, il y a des mécanismes que nous ne pouvons pas détailler. Ce sont des choses parfois aussi spirituelles. Voilà. Et il y a des mécanismes qui font que ces enfants-là arrivent à impacter sur ceux qui sont avec handicap, et ça marche très bien. Alors, vous m'avez dit... Donc ça, ce n'est qu'une partie de ce que nous faisons. Vous m'avez dit, avant de monter sur ce plateau, que dans vos classes, il n'y avait que 20 enfants. Absolument. Donc, on s'occupe de chaque enfant. Absolument. La population scolaire, ça, c'est aussi une donne très capitale. Vous voyez, donc, on ne peut pas, comme aujourd'hui, retrouver une salle avec 30, surtout en primaire, ou en maternelle avec 30 enfants, c'est déjà pas scolaire, ça. Là, ça devient, on peut peut-être appeler ça un attroupement ou un pique-nique. Oui, dans un pique-nique, les enfants peuvent se retrouver à ce nombre-là, mais pas dans une salle de classe. Donc la pédagogie recommande 20 personnes. Absolument, une salle de classe est sacrée. Une salle de classe, c'est l'endroit sublime. Voilà, donc ce n'est pas des choses qu'on doit prendre à la légère. Contact avec, mais bien sûr, mais vous voyez, l'enfant passe autant de temps dans cette salle-là qu'ailleurs. Parce que quand les enfants quittent leur maison et tout ça. Mais c'est presque, par exemple chez nous, l'école termine, je crois, vers 15 h. Vous voyez, donc du matin à 15 h, vous voyez que c'est la plupart du temps, l'enfant passe ce temps-là dans une salle de classe. Et cette salle de classe doit répondre à des normes d'une salle de classe. Elle doit être aérée. Comme chez nous, nous avons par exemple de plastique vulcanisé que nous avons mis partout. Donc l'enfant peut tomber, peut se cogner. Il n'y a pas de risque possible. Il ne peut pas se blesser, rien du tout. Les sièges sur lesquels il s'assoit, c'est des sièges adaptés
aux enfants. Et vous avez dans le salle, par exemple, des vidéos, c'est-à-dire qu'on peut projeter des vidéos. Donc chaque salle est conçue comme ça. Des enfants peuvent, oui, on quitte la craie, et puis s'il y a une vidéo, l'enseignant peut projeter et on peut enseigner les enfants. Une question. De cette manière-là. Donc une salle, ça doit vraiment répondre à des normes techniques. Ce n'est pas de n'importe quelle manière comme nous voyons aujourd'hui. Ok. Voilà. Autre chose. Comment passez-vous du programme local au programme français, par exemple? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Alors tout ça, c'est ce que nous on a de particulier chez nous. Dans notre école, au fait, nous avons une direction que nous appelons évolution pédagogique. Voilà, c'est capital. Donc nous avons un chargé, c'est une Française d'ailleurs. C'est une Française qui s'occupe de l'évolution pédagogique. C'est-à-dire, nous voyons déjà le lendemain. C'est-à-dire que nous ne nous focalisons pas, nous ne nous disons pas rester focalisés, figés, si vous voulez, dans le programme qui est local. Parce que, bon, c'est pas... ce programme, moi je ne dis pas que ce programme qu'il soit mauvais ou qu'il soit bon, mais c'est par rapport aux résultats de toutes les façons. Donc c'est par rapport aux résultats qu'on juge de la véracité d'un système éducatif. Et donc la question elle est là. Donc c'est pas à moi de dire si notre système il est bon ou mauvais, mais c'est à nous de voir déjà comment vous complétez. Est-ce que vous avez vraiment le temps? J'ai compris la question. Donc j'étais juste en train de donner son introduction, quoi. Donc j'ai répondu par son introduction. Bah, mais alors là, pour évidemment avancer, c'est bien clair. C'est-à-dire que pour arriver là, il y a tout un travail qu'il faut faire. Et c'est là toute l'importance de l'évolution pédagogique. Donc c'est lui qui est chargé, ou celle qui est chargée de l'évolution pédagogique, nous aide justement à avancer à miter vers les autres systèmes. Parce que nous, comme on est déjà au niveau primaire, nous évoluons jusqu'au niveau secondaire. Mais au niveau secondaire, nous ne pouvons plus recruter là-bas. Donc là, nous allons y aller par progression. Et donc on ne peut pas venir chez vous en secondaire, non. Non. C'est pas possible, non. C'est seulement peut-être en primaire ou maternelle, on peut. Parce que là, il y a moyen de récupérer et de récupérer certains enfants au cas où ils ont des retards par rapport à notre système. Et donc les problèmes, c'est celui-là. Nous devons évoluer comment? Nous évoluons justement par la mise en place de cette structure-là, qui s'occupe justement de cette symbiose-là. C'est-à-dire que nous avançons petit à petit et nous voyons un peu ce qui nous avons en vue, les systèmes où nous tendons, et nous avons les systèmes que nous appliquons maintenant, et nous essayons comme ça, de manière évolutive, d'améliorer ce que nous avons petit à petit jusqu'à atteindre les programmes qui est dans notre cible, qui est notre point de mire. Cette école a 3 ans. Voilà. Quand vous faites, comment on appelle ça, évaluation, vous êtes complètement satisfait par le résultat? Donc vous n'avez que la 3e primaire pour le moment? Non, je crois que nous avons jusqu'en 6e primaire. Jusqu'en 6e primaire? Oui, jusqu'en 6e primaire. Et ils ont réussi au concours? Bien sûr. Tous? Oui, impeccablement. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Nous, avec ce que nous donnons aux enfants, c'est déjà supérieur au niveau normal. Oui, oui. Ce qui se donne déjà, nous donnons, mais en plus de ça, nous essayons d'enrichir et d'améliorer cela. Ce qui fait qu'il n'y a pas de crainte. Donc nos enfants, faire un examen comme TENAFEP ou examen d'État, ils le feront d'ailleurs magistralement. Ils le feront de manière aussi simple que possible, parce que ce qu'on leur donne, c'est vraiment un plus. Oui, oui, c'est vraiment un plus au-delà du système local. Oui. Au-delà de ce qui est donné localement. Le français, pas de problème. Il y a un peu d'anglais? Bien sûr. D'ailleurs, là aussi, c'est une de notre innovation. Nous avons 2 filières. Nous avons la filière anglophone et nous avons la filière francophone.
Et donc, nous évoluons vers un bilinguisme naturel. Je vais m'expliquer. C'est quoi le bilinguisme naturel? C'est-à-dire un bilinguisme qui va s'opérer de manière tout à fait automatique et naturelle. Pas le bilinguisme que beaucoup d'autres écoles ici sont en train de prôner. Hein. Excusez-moi, je ne suis pas là pour attaquer les autres, mais c'est la science. Voilà, donc quand vous allez dans des écoles dites bilingues, mais c'est vraiment une aberration, si vous voulez, méthodologique. Vous ne pouvez pas... comment vous faites ce bilinguisme? Vous voyez, j'ai essayé de comprendre un peu comment ça fonctionne, mais c'est lamentable parce que là, vous trouvez une leçon où le temps est divisé en deux. Donc la même leçon est donnée en anglais et puis on viendra donner en français. Vous voyez, tout ça, c'est déjà le contenu est amenuisé. Et vous faites comment? Et vous faites comment? Évidemment, cet amenuisement, ça provoque quoi? Ça crée des vides. Donc vous allez évoluer avec des enfants comme ça, en accumulant de la kin, et au finish, vous allez bien sûr arriver à leur produire un bilinguisme, mais qui n'aura pas de base de connaissances solides. Mais chez nous, il n'y a pas... Donc les filières sont distinctes. Donc vous avez l'anglophone pur et vous avez les francophones purs. Voilà. Et l'avantage, c'est que les deux filières évoluent dans un même espace scolaire. Ça, c'est important. Et le fait d'évoluer dans un même espace scolaire, c'est ce que nous disons, ça va nous produire, au terme du cycle secondaire, un bilinguisme tout à fait naturel. Et voilà, c'est tout simple. Donc, c'est tout ça. Ces enfants-là, voilà, parce que ces enfants, ils ont les mêmes activités culturelles, ils ont les mêmes activités récréatives, voilà, ils ont la même cour, ils ont les mêmes fréquentations, et donc voilà comment on éduque une population. Et donc, si nous faisons ça, et nous, ce que nous faisons, c'est justement une sorte d'école pilote, c'est-à-dire que nous voulons expérimenter ça jusqu'au fond, jusqu'au bout. Et arrivé au bout, je pense qu'après 5 ans de termes escomptés, je pense qu'on peut arriver à proposer à l'État aussi, pourquoi pas, que nous arrivions, n'est-ce pas, à orienter un peu notre système dans ce sens-là. Oui, mais de toute façon, aux États-Unis, il y a des écoles élitistes qui aident le pays justement à aller vers l'élite, et des écoles qui sont des écoles de... Donc, continuez, et on ne peut que vous encourager. Mais c'est quand même une école qui coûte cher. Malheureusement, non. Malheureusement, non, parce que le Minerval qui est demandé, nous, nous sommes un peu inasbel, si je dois dire comme ça. C'est pas d'abord l'argent, parce que moi qui vous parle, mes enfants sont dans cette école-là. Il y a mes amis avec qui on a fait le projet, les enfants sont là. C'est-à-dire que nous l'avons fait d'abord pour nos propres enfants. C'est pas d'abord, non. C'est-à-dire qu'on a compris qu'à la lire où vont les choses, si nous laissons nos enfants comme ça, ils vont patauger. Et donc, ce qu'il faut pour nous, c'est... Voilà, on a des connaissances sur l'éducation, on ne peut pas laisser ça pourrir comme ça. C'est-à-dire que ça doit d'abord commencer par nos enfants et leurs amis ou les autres parents qui voudront bien nous accompagner. Malheureusement, donc, il faut payer le personnel, vous avez besoin d'argent pour que ça marche. Et il faut combien pour les standards, il est presque international. Je ne dirais pas presque international, mais on est vraiment dans un standard international parce que je ne sais pas, s'il faut comparer cette école, c'est peut-être avec des écoles consulaires qui sont là. Mais vous verrez que dans ce qui est demandé, je pense que cette année, l'année passée, à cause du Covid, les partenaires avaient même décidé que le Minerval soit à $1000 l'année. Et voilà, cette année, je crois que comme Covid est peut-être derrière nous, ils ont remis ça à 1200. À 1200, là c'est l'année. À $1200 l'année, c'est de loin mieux que tout ce qui est demandé dans toutes ces écoles business. Vous voyez, donc, parce que si vous allez... Parlez de vous, ne parlez pas des autres. Bon, parce que vous avez demandé les chiffres, quoi. Oui. Et quand nous les donnons, bon, c'est toujours en comparaison, pour montrer que... parce que ça coûte cher ailleurs? Bien sûr, très cher. Ah bon? Très cher. Ça va jusqu'à combien? Peut-être pour rien. Mais il y a des écoles qui vous demandent même $3000, même 4000, oui. Ici. À l'école primaire? À l'école primaire, mais c'est grave.
Nous trouvons ça scandaleux parce que le secteur éducatif pour nous, on n'y vient pas pour du business. Non, non, non. C'est-à-dire qu'il faut faire un peu comme nous faisons. C'est-à-dire que nous c'est une offre scolaire que nous sommes en train de proposer. Donc on ne le fait pas pour avoir... Non, c'est-à-dire... peut-être que s'il faut vraiment avoir l'argent, c'est plus tard. Parce que nous cherchons là peut-être avoir un label. Quand on aura notre label... Quelle est la garantie de la qualité de votre enseignement? Est-ce qu'il y a des inspecteurs qui viennent suivre ou comment? Bien sûr, en dehors des inspecteurs routiniers, qui sont ceux du ministère, notre avantage, c'est qu'avec l'évolution pédagogique, nous nous mettons déjà sous les contrôles des inspecteurs étrangers. Par exemple, comme nous évoluons vers le système IB, et donc il y a des inspecteurs qui sont au Canada, et je pense que d'ici là, ils vont programmer, parce que pour arriver à avoir un label comme ça, vous êtes inspecté, donc c'est pas moindre. Donc, ils doivent être là. C'est un label. Oui, c'est un label international. L'IB, c'est un label international. Là, c'est pour la filière anglophone. Donc, la filière anglophone, nous la soumettons à ces labels-là. Parce qu'évidemment, une filière anglophone pure, même ici, les enfants n'auront pas passé les examens d'État. Donc, au finish, il faut que les enfants arrivent à passer une épreuve qui va leur permettre de s'ouvrir ou d'aller partout où ils voudront. Et bien sûr, je suis sûr qu'avec nos partenaires qui sont à l'extérieur, on trouvera des solutions, même par rapport à des bourses ou quoi. Je vais vous demander d'être gentil avec moi, d'être franc. Que disent les parents dont les enfants sont chez vous? Tous sont vraiment satisfaits? Parce qu'attention, nous sommes en train de passer à la télévision. Bien entendu. D'autres nous appelleront. Bien entendu, bien entendu. Merci pour la question. Je pense que pour ça, moi, je m'abstiens de toute réponse, mais vous aurez des images. Les images sont là. Je crois qu'on vous passera quelques images qui seront bien sûr mixées à l'émission. Et comme ça, tout le monde pourra écouter le parent, parce que vous demandez aux parents. Oui. Si moi, je suis parent parce que j'ai les enfants là-bas, oui, je suis satisfait. Très content parce que je n'amènerai mes enfants nulle part ailleurs, jamais. Voilà, si pas à cette école-là, je préfère les sortir dehors. Oui. Même la petite dictée, ils sont bons. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mes enfants lisent couramment. J'ai un enfant qui est en 3e primaire et l'autre en 4e, mais ils vous lisent, ils vous écrivent. Voilà, ils peuvent faire des agendas. Donc ils ont des agendas chacun, où ils se réveillent le matin, ils griffonnent de quelque chose, et voilà. Et lire un livre, ça, n'en parlons pas. Donc il est capable, et comme nous avons une bibliothèque, ça aussi c'est une des innovations, nous avons la plus grande bibliothèque scolaire. À votre niveau? À notre niveau, oui. Donc à l'école, d'ailleurs, nous pensons peut-être les jours à venir l'ouvrir aux autres écoles pour que les autres enfants puissent peut-être en profiter. Oui, nous avons la bibliothèque qui est très fournie, qui est vraiment gigantesque. Monsieur Luc Alouma, je vous remercie. Nous viendrons bien entendu voir un peu ce que vous faites pour en parler aux téléspectateurs. Je vous remercie d'être venu et de nous avoir... Il y a encore de la place? Nous inscrivons évidemment l'inscription. L'inscription est gratuite pour la maternelle et les primaires. Et donc, oui, à ce niveau-là, on peut inscrire, mais au-delà, on n'inscrit pas. Parce que là, c'est maintenant le produit propre de l'école. De l'établissement, oui. 10e rue Limité industrielle. Monsieur l'administrateur, merci d'être venu. Je vous remercie. Il paraît que pour chasser la pauvreté, pas il paraît, l'enseignement, l'éducation est d'une importance capitale. C'est pour cela que nous avons voulu passer cet élément afin que vous ne puissiez pas dire je ne le savais pas. Vous le savez, donc si vous avez des enfants pour la maternelle, eh bien l'école est ouverte. Je répète, 10e rue Limité industrielle. Et cette émission est faite gracieusement. Ce n'est pas une publicité, parce que monsieur ne payera rien pour cela.
C'était juste pour vous informer que ça existe et que si vous voulez... Voilà, merci d'être venu. Merci beaucoup.